Merci pour votre accueil, merci pour cette énergie, merci pour l'organisation, vraiment, c'est incroyable. Je vais faire un peu autrement. C'est vrai que d'habitude je le fais en tribune et j'avais envie réellement de partager un moment particulier puisque c'est le dernier gros meeting, on va dire, avant le résultat des élections professionnelles. Dans 3 semaines, 21 jours, exactement. Et je pense qu'il faut... c'est le moment du bilan, on l'a déjà dit, il y a eu déjà pas mal de choses de dites, je vais un peu être redondant, mais bon, c'est quand même le moment du bilan, c'est le moment aussi de la projection. Je pense que c'est important de se retourner quelques instants sur le mandat qu'on a passé ensemble, avec quelques belles victoires. Et je rappelle quand même dès le début, élu le 6 décembre 2018, et à peine 12 jours après, on cochait déjà la première case de notre cahier revendicatif avec l'augmentation de l'allocation de maîtrise, c'est-à-dire environ, plus l'ISSP, je le rappelle, entre 100 et 160 € pour tous les fonctionnaires de police du CEA. C'était 12 jours après notre élection, c'était il y a à peine 4 ans. Et sans relâche, au même moment, on écumait les plateaux télé, Yves, Linda, moi, humblement, pour essayer de défendre le métier, justement. Je vous rappelle, c'est à ce moment-là qu'est née la notion de violence policière, puisque on enchaînait les week-ends de gilets jaunes, et surtout vous sur le terrain. Vous faisiez face à une contestation sociale jamais connue, par la violence, par la récurrence. Et on était là pour défendre aussi le métier à ce moment-là. On a enchaîné les crises, il y a eu très rapidement, rappelez-vous, les retraites, épiphénomène, quelques tensions, quelques négociations déjà à Beauvau. Et puis, premier couac politique, rappelez-vous, c'était la Covid. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit finalement qu'on n'avait pas de masque, on nous a dit finalement qu'on n'avait pas de consignes, on nous a dit qu'on n'avait pas de gel, on était finalement sans protection face à un virus qui était inconnu, on était surtout dans un déni, puisque le ministre de l'Intérieur lui-même, au mois de mars, nous a quand même expliqué que les policiers n'étaient pas en risque. Alors que vous étiez en première ligne. Qu'est-ce qu'on a fait? À une TGP Police, on a donné mandat à la FGF, rappelez-vous, c'est pas rien, on a donné mandat tout simplement pour déposer plainte. Déposer plainte contre les décideurs de l'époque, déposer plainte contre ces décideurs-là face à leur incurie et leur mensonge d'État. Je vous pose une question. Quelle autre organisation syndicale est allée aussi loin dans la défense de vos droits? Quelle autre fédération, même d'ailleurs, est allée aussi loin pour faire valoir vos droits? Il n'y a que nous. Ouais! Très rapidement, encore lui, c'est comme ça, c'est la loi des séries, notre ministre Christophe Castaner, rappelez-vous cette petite phrase malheureuse, le soupçon avéré de racisme est la fin de la clé d'étranglement. Qu'est-ce qui s'est passé? On est reçu à Beauvau avec Yves, on lui explique qu'il a perdu la confiance des hommes et des femmes qu'il dirige, on sort, Yves prend la parole devant les médias, devant les grilles, il annonce les rassemblements devant les commissariats à 18 h, on se retrouve à Bobigny, on fait la première manifestation, et c'est les jetés de menottes. Ces jetés de menottes qui vont coûter la place à notre ministre de l'Intérieur, qui est remercié quelques semaines plus tard. Il faut assumer ses propos, même quand on est ministre. Ensuite, c'est évidemment l'arrivée, la nomination de Gérald Darmanin, et très rapidement, on concrétise quelque chose, ça a été dit par les collègues avant, quelque chose d'important, un dossier revendiqué, travaillé, obtenu, mais surtout porté pendant 5 ans. C'est important de se rappeler le temps qu'il faut. 5 ans pour obtenir le 13 octobre 2020 le statut du travailleur de nuit. Ça, c'est une TGP Police. Et malheureusement, rapidement, encore une fois, petite phrase de politique politicienne, petite poloche, j'appelle ça comme ça. C'est la réalité avec notre cher président qui se rend dans Brut, qui reprend la notion de violence policière, et oui, au plus haut niveau de l'État, et qui en même temps accuse tous les policiers d'effectuer des contrôles au faciès. Il n'en faut pas plus pour, évidemment, réveiller les colères, et c'est légitime. Il n'en faut pas plus pour qu'il y ait des mouvements spontanés dans la rue. Et face à ça, à une TGP Police, on a décidé de faire autrement. On fait souvent autrement, on est souvent à l'initiative, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tout simplement proposé, c'est vrai, et on l'assume, le Beauvau de la sécurité. On a écrit au président directement, et on l'assume aussi. Il va œuvrer, et on l'assume aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont godillé, critiqué, ça devait être du blabla, hein. On ne devait rien obtenir, hein. Le Beauvau de la sécurité, ça allait être une catastrophe. On allait, entre guillemets, encore faire de la fumée et malheureusement rien concrétiser. Et ça n'allait servir à rien. Et nous,
Rappelez-vous, dans ce courrier, lorsqu'on saisit l'Élysée, on explique justement qu'il faut une discussion de fond pour relever la police nationale, qu'il faut une loi d'orientation, seul élément objectif, justement pour avoir un budget pérenne et redresser une institution si lâchement abandonnée depuis des années par les politiques. Et donc on a obtenu, et c'est vrai, le Beauvau de la sécurité, la loi d'orientation, et je le rappelle que ceux qui ne devaient pas venir, eh bien ils étaient tous là, hein. Tous au premier coup de sifflet, tous au coup de sifflet final, tous d'ailleurs à dire que le protocole additionnel à cette LOPMI est historique, et c'est grâce à une UTGP Police. Et ce protocole, on y reviendra un peu plus en détail après. J'aimerais à ce moment-là, quand même, qu'on rende hommage aussi aux nombreuses victimes dans nos rangs. Évidemment, à ces drames, Déo, Angelo, Josias l'ont fait, mais ces collègues blessés, voire même malheureusement tués en service, qui nous ont valu d'être reçus, rappelez-vous, par le président lui-même, au sein de l'Élysée, puis ensuite à Matignon, par Jean Castex, pour finalement essayer d'envoyer un signal fort à ceux qui veulent s'en prendre à ceux qui protègent. Protégeons ceux qui protègent, c'est ce qui était prévu. Qu'est-ce qu'on a obtenu depuis? C'est vrai, une petite avancée. La fin des remises de peine pour les agresseurs de force de l'ordre, c'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Il faut évidemment continuer à appuyer. Il faut aller chercher une réponse pénale cohérente. Et en fait, pour aller la chercher, il faut simplement imposer une politique pénale cohérente. Donc c'est ce qu'on va faire dans le mandat à venir aussi, parce que vous méritez ce travail de protection. On reviendra aussi sur des éléments, évidemment, dans une deuxième partie. Mais c'est ce qu'on a donc obtenu, cette remise de peine. Et puis on a enchaîné d'autres drames, très marquants. L'assassinat d'Éric Masson, à Avignon. Stéphanie Montfermet, à Rambouillet. Ça nous a amenés devant l'Assemblée nationale, rappelez-vous, le 19 mai, exactement, 2021, où il était prévu de rendre hommage à ces deux collègues, alors que je ne vais les citer qu'une fois. Ça ne mérite pas plus. Qu'Alliance Police Nationale, eux, ont choisi de surfer sur la mort de nos collègues, de prendre tout le monde en otage et de prononcer cette phrase si anti-républicaine et si simpliste que je ne la reprendrai pas, mais c'est simplement pour vous dire qu'à une TGP Police, on ne choisira jamais la facilité, on ne choisira jamais le populisme, on ne servira jamais les idées courtes. C'est ça la différence fondamentale entre nous et le bloc syndical. Je le rappelle, ça a été défini, décliné, déclamé par les collègues juste avant. Pendant 4 ans, on s'est battu. Pendant 4 ans, on a surtout démontré quelque chose. C'est qu'une TGP Police, on ne prend pas de posture, on ne sait pas faire. On prend des positions, parce qu'en fait, on les a réfléchies. Puis qu'une fois qu'on les a réfléchies, surtout, on les assume. Et on les assume jusqu'au bout. On n'est pas des girouettes. On ne change pas justement d'avis au gré de la pression médiatique, comme c'est souvent le cas, on peut le voir, voire même de la pression politique. Ça a été rappelé par Angelo juste avant. Un coup, la phrase que je ne veux pas prononcer, on l'a dit, puis finalement, au gré du vent, eh ben, on l'atténue un petit peu parce que c'est pas trop bankable, puis quand on accueille des commissaires dans nos rangs, ça fait pas riche et ils sont pas trop d'accord. Eh bien, à l'UTGP Police, on fait pas ça, je le répète, c'est encore une fois la différence fondamentale entre eux et nous et vous. Rapidement, on revient sur le protocole, c'est important. Qu'est-ce qui a guidé en fait notre action tout le long des négociations? Et ce n'est pas un slogan politique, c'est simplement une réalité, c'est la justice sociale. Cette justice sociale qu'on réclame, qu'on a écrit, qu'on a réussi à imposer au travers d'une chose essentielle, les taux d'encadrement. Alors oui, c'est technique, oui, c'est rébarbatif, oui, il faut l'expliquer, mais comme d'habitude, je vous l'ai dit, de toute façon, on ne choisit jamais le chemin le plus facile. Ces taux d'encadrement, c'est justement la justice sociale de la construction de notre corps. Comment était-ce possible de supporter encore plus longtemps que, on va se le dire une bonne fois pour toutes, le pire des officiers finisse malgré tout commandant, toujours, que le pire des commissaires finisse malgré tout divisionnaire, toujours, et que le meilleur des gardiens de la paix, lui, avait finalement très peu de chance, ne serait-ce que d'atteindre le grade de major. C'était insupportable, nous sommes donc allés chercher cette justice sociale au travers des taux d'encadrement, et on a réussi un truc énorme, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut le répéter. C'est pour ça que ce protocole, il revêt des aspects historiques. C'est pour ça qu'on doit le dire et c'est pour ça que vous devez le vendre la tête haute, parce que demain c'est une révolution. Les taux d'encadrement, Angelo l'a rappelé juste avant, 75% de gardiens brigadiers, 17% de chefs, 8% de majors, on a transformé ça.
en 35% de chef, pardon, et 17% de major. On enlève le décor, qu'est-ce que ça veut dire demain? Ben, ça veut dire qu'on va passer de 25% de chef et major à 52% de chef et major. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Ça veut dire du salaire en plus pour des milliers de policiers. Ça veut dire de l'avancement en plus pour des milliers de policiers. Et c'est ça la réalité de notre protocole, et c'est le premier pilier, c'est taux d'encadrement. Le deuxième, on l'assume, on a bossé pour la base. Et ouais, les gardiens de la paix. 48% demain de la police nationale, c'est des gardiens de la paix. Parce qu'il faut l'assumer aussi, parce que ça fait partie des 3-4 éléments qui justement font qu'on a signé ce protocole à la fin. Je l'ai dit, la justice sociale, c'était important pour nous, et c'était surtout important qu'on arrive à faire reconnaître l'ensemble des personnes qu'on représente. Le CEA, évidemment, les PATS, évidemment, les PA, évidemment. Le CEA, c'est le taux d'encadrement, mais aussi cette grille indiciaire de gardien de la paix, je le rappelle, martelez-le. On passe d'un indice 527 en 24 ans. C'est à 3 points près, l'indice de deuxième échelon de major, pour un gardien de la paix, alors qu'avant, il fallait 31 ans pour atteindre l'indice 477. 50 points de gagnés par mois, 7 ans avant, c'est historique, il faut l'assumer. Évidemment, j'ai parlé des personnels administratifs, techniques et scientifiques. On ne peut pas marteler toute la journée qu'ils font partie de notre communauté de travail. Je le rappelle, personnel de soutien, mais si important dans la police, qui tournerait d'ailleurs pas sans eux. On est allé chercher quelque chose qu'on réclame depuis 2018, depuis qu'on a commencé l'aventure au sein de ce secteur. C'est simplement l'indemnité de suggestion spéciale pour les PATS. D'ailleurs, quel autre élément, quel élément plus probant et plus convaincant que de se dire que finalement cette prime de risque les intègre directement dans notre communauté de police et dans notre famille police. C'est ce qu'on est allé chercher. L'ISS PATS, c'est 200 € en fin de protocole et c'est 150 € sur une carrière pleine, sur leur pension. C'est historique aussi. Et bien sûr, les policiers adjoints, on l'a dit, on a été les seuls à revendiquer pour eux. Je rappelle que c'est les collègues de demain, c'est les titulaires de demain, 70% des policiers adjoints finissent gardiens de la paix. On s'est battu pour essayer d'augmenter le plus possible leur indemnité d'exercice. Je rappelle aussi que c'est la seule chose qui les différencie d'un smicard. C'est-à-dire qu'un policier adjoint en tenue, avec un pare-balles, une arme, exposé au même risque que tous les policiers, la seule chose qui le différencie, et il n'y a pas de sous-métier, de quelqu'un qui met des boîtes de conserve en rayon à Carrefour, c'est 70 balles. Et c'est anormal. Donc on s'est battu, seul, c'est vrai, pour obtenir une petite avancée, pas suffisante, c'est certain, mais quand même, on a aussi fait reconnaître cette catégorie de personnel dans ce protocole, c'est important de le dire. Rapidement, 2 points encore. On n'a pas fini, évidemment, notre vision sur les carrières. On va reparler de justice sociale. On n'a tout simplement pas fini, parce que, rappelez-vous, hein, les taux d'encadrement, c'est 40-40-20. On n'y est pas. Donc, vu qu'on écrit partout qu'on lâche rien, on va aller chercher les 40-40-20. Ça, c'est une certitude. Et c'est obligatoire, justement, au nom de cette justice sociale. Et il y a autre chose qu'on doit aller chercher. On l'a dit, on a travaillé nos taux d'encadrement. Très bien, on doit continuer. On a assis le socle sur les grilles indiciaires des gardiens de la paix. Très bien, c'est important, on doit continuer. Maintenant, il faut qu'on étire les choses vers le haut. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va revendiquer? Une chose très simple. Eh bien, encore de la justice sociale. Comment? On va simplement comparer les choses. On ne veut pas moins que les autres. C'est insupportable d'avoir moins que les autres. On ne veut pas plus. On veut juste pas moins. Donc, on va aller chercher quelque chose qui s'appelle les postes d'emploi. Et je vais vous donner 3 chiffres. Les commissaires, c'est 9% d'emploi. Ces postes sommito qu'ils occupent. Les officiers, c'est 17%. Et pour le CEA, eh ben, c'est 1,2% de RULP. Donc voilà, quand on parle de justice sociale, le point il est juste là à poser. Quand on sait qu'en plus, et ça c'est factuel, et on va se servir justement de ce levier-là parce qu'il est imparable, et d'ailleurs quand on le développe face à l'administration, ils ont tous un peu la bouche ouverte parce qu'ils ne savent pas quoi nous dire. Ils n'arrivent pas à nous dire non, ils n'arrivent pas encore à nous dire oui, mais surtout, je pense qu'il y a un vrai levier. Je rappelle simplement qu'il y a eu une déflation des corps des officiers, et qu'aujourd'hui, officiellement, 5000 postes d'officiers sont occupés par des gradés du CEA. Et bien ces 5000 postes-là, ça doit être 5000 RULP, tout simplement. Et c'est ce qu'on ira chercher dans les 4 ans à venir.
Alors oui, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, et d'ailleurs, ben, vous nous connaissez, on milite, et on est toujours en transparence. Ce protocole, il n'est pas parfait, clairement. Il y a des choses historiques, on vient de le dire, mais il ne marque pas la fin de l'histoire du syndicalisme, et surtout pas du syndicalisme d'unité GP Police. On a quelque chose à améliorer, il y a un sujet prégnant, on le sait, le cas des chefs historiques, on a fait l'ensemble de vos CSD, on s'est déjà expliqué, donc on va remarteler les choses. Les chefs historiques, dès le lendemain de ce protocole, on a pris le sujet à bras-le-corps, on a demandé des éclaircissements sur les aspects techniques, des projections pour le volume. Depuis on a signé le protocole le 2 mars, depuis le 10 mars, on occupe le terrain. On a traversé la France, on l'a quadrillé, et on a toujours dit la même chose. On n'a jamais changé de discours. Et depuis, on s'est encore renforcé, puisqu'on a eu des éléments. Et aujourd'hui, on a la capacité de le dire, de l'affirmer, et de l'assumer surtout. Les chefs historiques se verront tous proposés au grade de major avant 2029, c'est une certitude. Alors comment on va y arriver? Comment on va y arriver? Ben, tout simplement, c'est des mathématiques. C'est de l'algèbre, c'est de la logique. Les taux d'encadrement, clairement, on l'a dit. Les flux sortants, ben oui, les majors, les chefs partent à la retraite, certains quittent la police. Et aussi le recrutement. Ben, si vous alignez tous ces facteurs-là, vous en faites une belle équation, on a aujourd'hui la certitude qu'il y aura autant de postes que de candidats. Et nous, on croit même qu'il y aura plus de postes que de candidats. Faites-nous confiance pour assumer et obtenir cette réalité logique. Parlons des propositions maintenant, un peu d'avenir. Qu'est-ce qu'on va travailler sur ces 4 ans? Je vais prendre 3 grandes lignes, pas vous assommer, ça fait déjà beaucoup de discours. 3 grandes lignes essentielles à mon sens, et 3 grandes lignes où vraiment on doit poser notre syndicalisme et aussi l'assumer. J'emploie souvent ce terme-là, mais je pense que c'est important, justement quand on milite, c'est d'assumer ce qu'on fait, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. Et donc on va commencer par un sujet essentiel, c'est la protection fonctionnelle. Vous l'avez vu, Linda a commencé à développer le sujet. Cette protection fonctionnelle, en fait, elle existe déjà dans la fonction publique. C'est légal, c'est réglementaire, sauf qu'évidemment, on s'en aperçoit, elle est très largement sous-dimensionnée par rapport à votre engagement. Et en fait, nous, on a décidé de travailler dessus, faire un travail de fond, parce qu'il est technique, évidemment, il est réglementaire, il est législatif, et on a, si vous l'avez vu, et j'espère que vous l'avez vu, mais j'ai pas de doute, on a déjà commencé le job. Ça s'est traduit par quoi? Dans la loi d'orientation de programmation, on a fait un travail avec les parlementaires, et on a introduit un amendement et une création en fait, et on peut le dire, on est encore à l'initiative d'un référé protection. Ce référé protection, il va justement permettre aux agents à qui on refuse la protection fonctionnelle de pouvoir demain saisir une juridiction administrative et faire valoir son droit à la protection. Alors l'amendement, il a été introduit, il a été écarté, malheureusement, hors sujet vraisemblablement de la loi, on le savait pour tout vous dire. Et ce qui nous intéressait, c'était déjà d'introduire la notion dans le débat parlementaire, dans la discussion, et d'aller demain encore plus loin avec un travail parlementaire et essayer réellement d'obtenir une proposition de loi pour la protection des policiers. Mais avant, et ça sera parfaitement aligné avec ce qu'on va développer, évidemment, cette protection fonctionnelle, que vous avez découvert au travers des vidéos de Linda qui va continuer, évidemment, on va continuer à les diffuser, on va vous donner des éléments techniques, on va même d'ailleurs vous donner quasiment un livre blanc où vous allez voir tout le travail qui a été effectué là-dessus, parce qu'il est multiple, il est tentaculaire, et il y a tellement de choses à faire sur cet aspect. Mais j'aimerais simplement prendre 3-4 exemples pour que vous compreniez pourquoi on doit le faire, et pourquoi ça doit être exactement notre place. Parce que tout simplement, il faut se poser la vraie question, est-ce normal? Est-ce que vous trouvez ça normal que nos collègues de Viry-Châtillon, 91, est-ce que vous trouvez ça normal que lors de leur procès en appel, ils doivent se payer leur billet de train, leur taxi, qu'ils soient abandonnés par l'administration, seuls à la barre? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal aussi qu'un des collègues blessés, vraisemblablement, se voit rétorquer aujourd'hui par l'administration que malheureusement, les soins
qui font suite à sa greffe de peau, savoir une cure, sont trop élevés et que les dépassements d'honoraires, ça ne va pas être possible tout de suite? Est-ce que vous trouvez normal qu'un autre collègue de la Défense qui a mis fin à un attentat terroriste, qui a été muté à l'article 25, vous savez comment ça se passe, hein, quand c'est comme ça, la hiérarchie passe, les politiques aussi, on vous serre la main, bravo, merci, superbe, vous êtes héroïque, puis le collègue il se retrouve là où on lui a accordé une mutation, encore une fois à l'article 25, puis finalement quelques mois après il se retrouve avec 1200 balles par mois, tout simplement parce qu'en fait il était parti avant la fin de son contrat parisien, et qu'on lui faisait une saisie sur salaire pour rembourser ses primes de fidélisation. Vous trouvez ça normal ou pas? Et bien pour ce collègue, on a dû faire justement un recours au tribunal administratif. On l'a accompagné, on l'a construit, et surtout, on a obtenu réparation, il a obtenu réparation. Est-ce que vous trouvez normal également, dans une autre affaire tout aussi finalement médiatique, parce que c'est souvent ce qui pèse, notre collègue, Marc-Antoine, mis en cause dans l'affaire Théo, sur le 9-3, est-ce que vous trouvez normal que là, ça fait la 3e année qu'il est retiré du tableau d'avancement? Je rappelle qu'il est présumé innocent. Je rappelle qu'il a, à l'heure où on se parle, toujours pas signé de sanction. Et pour autant, on m'explique qu'on a simplement peur de la reprise médiatique, vous vous rendez compte? Si on passe... Alors je parle pas d'agra... j'ai oublié de préciser un truc. C'est pas un grade de rulpe, hein, ni de major, ni de chef d'ailleurs. C'est simplement les QB pour un grade de brigadier. C'est honteux. Mais surtout, est-ce que parallèlement à ça, vous trouvez normal, il faut se poser la question, sans tomber dans la lutte des classes, mais c'est pareil, encore une fois, je parle juste simplement de justice sociale. On ne veut pas plus, mais il y en a marre d'avoir moins en fait. Est-ce que vous trouvez normal qu'un commissaire de police, lui, mis en examen, aussi, présumé innocent évidemment, puis ensuite jugé, et surtout jugé coupable? C'est dans l'affaire Benalla. Ben, ce commissaire de police, lui, il est nommé directeur territorial de la police dans les îles, et il prend un grade de commissaire général, et ça ne gêne personne. Donc les conditions de travail, je vous l'ai dit, c'est important. Le salaire, c'est important. Les carrières, ça l'est tout autant. Mais pour autant, quand vous êtes dans cette situation-là, les 3-4 situations qu'on vient d'évoquer, en fait, c'est là qu'on doit avoir notre action syndicale. C'est là qu'on doit l'assumer. C'est à cette place-là qu'on doit être. Et c'est ce qu'on doit aux collègues, dans notre futur travail et dans notre futur mandat. Ça a été évoqué juste avant. Un autre dossier, un autre sujet. Autre chose qu'on a vraiment besoin d'améliorer, mais je veux dire, j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais ça a été dit, c'est la lutte contre les risques psychosociaux. Le fléau du suicide, souvent tabou. 41 suicides devant le début de l'année, depuis le début de l'année, pardon. Personne n'en parle quasiment. On en parle simplement quand il y a un pic, c'est une réalité. On a eu une réunion extraordinaire à Beauvau en février. Quelques mesures qui n'ont pas changé grand-chose. Et malheureusement, un plan de mobilisation suicide qui est souvent encore très largement sous-dimensionné par rapport justement à ce fléau. Et surtout au point de départ, sans faire de lien trop simpliste entre les risques psychosociaux, le management toxique et malheureusement le geste souvent définitif de nos collègues. Et moi je le dis, je l'assume, face à ces RPS, ben, faut bien le dire, parce qu'on le vit encore maintenant au travers des dossiers qu'on gère, le protectionnisme corporatiste est souvent bien plus efficace que malheureusement les outils réglementaires qu'on a à notre disposition. CHSCT, cellule de veille, signal discret. Et de l'autre côté, nous on rame pendant des mois, voire même des années, je peux le dire, des années, pour enfin réussir de temps en temps à ce qu'il y ait une prise en compte de l'administration face à un manager toxique identifié. Et ça se traduit par quoi souvent? La prise en compte. On va se le dire. Hein. Merci. Ah, vous savez tout, vous avez déjà lu mon discours ou quoi? Non. Une mutation. Classique. Ce qui fait qu'en général, elle va se détendre ou elle va se détendre quelques mois, puis après elle va refaire la même, hein, pour faire souffrir, ou il va refaire souffrir les collègues là où il sera muté. Des fois, on arrive quand même à faire une mise au placard, mais à aucun moment il y a une remise en cause. On n'a aucun cadre.
En fait, c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Tout simplement des process qui soient clairs, identifiés, un cadre qui soit très ferme, protecteur évidemment. Il y a aussi de la présomption d'innocence. Mais quand même, à un moment donné, dans la police nationale, il faut juste avoir conscience qu'on inverse toujours la grille de lecture. C'est-à-dire que les victimes ou les lanceurs d'alerte, en général, c'est elles qui se font piétiner et c'est à eux qu'on demande de partir. Et le manager toxique mis en cause, il ne lui arrive pas grand-chose. C'est ça qu'on doit aux collègues, c'est ça qu'on doit le chercher et c'est ça qu'on mettra en place, croyez-moi. Dernier petit sujet, ce n'est pas un petit, mais dernier sujet, les retraites. Ça inquiète beaucoup de collègues. Je rappelle une chose, à l'heure où on se parle, tout de suite, on est encore confédérés, à Force ouvrière. Nouveau secrétaire général élu depuis le mois de juin, Frédéric Souillot, a dit une chose très simple, avec laquelle on est complètement aligné. Si le gouvernement veut faire de cette réforme la mère des réformes, Force ouvrière en fera la mère des batailles. Que dire de plus ? Que dire de plus, mis à part qu'à Unité GP Police, on assume de dire que d'autres pourront peut-être travailler plus longtemps pour permettre à ceux qui les protègent de partir à l'heure à la retraite. Que dire de plus que nous aussi, on est évidemment contre l'allongement des cotisations, l'allongement du départ à la retraite et surtout, contre le fait qu'on vienne ne serait-ce que penser à égratigner le statut spécial des policiers. Interdit. On sera sur leur route si c'est le cas, alignés derrière notre confédération, et on défendra le métier jusqu'au bout sur cette question des retraites. Mais en attendant, il faut bien se le dire, on a une petite campagne à faire, on est un peu en plein dedans d'ailleurs. Je l'ai dit, 3 semaines, 21 jours, une poignée d'heures, nous sépare du résultat des élections professionnelles. Et c'est vrai, on fait face à quelque chose d'historique. Un bloc syndical, 13 organisations, avec un projet en fait. Si, il faut le dire, il faut reconnaître, il y a un projet. Bah, c'est de tuer Unité GP Police. On va les laisser faire ? Ça me rassure. Mais c'est finalement la seule chose qu'ils ont à vendre. Tuer Unité GP Police, au travers de ce bloc syndical, on l'a dit, cette NUPES, ça a été dit, le mariage de la carpe, du lapin, de l'escargot, de l'écureuil, de l'éléphant, il y en a 13, j'y arriverai pas, donc je ne veux pas le faire. 50 bandes. Le pire, c'est que je sais qui c'est. Et je ne dirais pas qu'il est au Bureau National, mais je crois qu'il est au Bureau National. On en parlera après. Mais, donc ce bloc syndical, qui va promettre demain, justement, de défendre les intérêts des policiers. Mais ça a été dit tout à l'heure. Dans quel système, imaginez quel système, quelle entreprise, quelle usine même d'ailleurs, si on doit se comparer au monde du travail, on en fait quand même partie, à quel endroit, la base, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, bien au contraire, puisque finalement, la base dans la police nationale, c'est celle qui fait la police. À quel moment, dans un système, la base vote pour son patron pour faire valoir ses droits, faire avancer sa carrière, défendre ses intérêts. Ça n'existe nulle part ailleurs que dans la police, et c'est ça qu'on va devoir combattre. On va devoir le combattre tout simplement en expliquant les choses, mais c'est ce que vous faites depuis des semaines, des mois. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que justement, à Unité GP Police, la grosse différence, c'est que nous, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas d'escroquerie. C'est-à-dire que quand le collègue CEA, PATS, PA va mettre son bulletin dans l'urne, il aura face sur sa liste des représentants issus de son corps, et rien d'autre que ça. Et c'est une différence majeure. Je ne vais pas vous rappeler le quotient électoral d'un siège pour s'asseoir au CSA ministériel, c'est 9 500 ou 10 000 voix. Il y a 1 600 commissaires dans la police. Il y a 8 000 officiers. S'ils ne se collent pas à un syndicat de CEA, ils ne siègent tout simplement pas dans ces instances. Dites-le, portez-le, martelez-le, c'est important parce que c'est QFD. Et c'est la meilleure démonstration qu'en fait, il y a une forme d'escroquerie autour de tout ça et un détournement des voix du CEA. Et je l'assume aussi de le dire, les mots ont souvent, quand même, malgré tout, un sens. Enfin, moi, en tout cas, j'y suis très attaché.
Je pense qu'adhérer, ça a un vrai sens. Adhérer, ça veut dire même coller à une surface, mais au-delà de ça, ça veut dire aussi partager des valeurs, partager des visions, partager des projets, et militer. C'est encore plus de sens, je sais à qui je le dis. Il y a 900 militants dans la salle. Militer tous les jours, c'est ce que vous faites, et merci de le faire comme vous le faites. C'est aussi porter ces valeurs, c'est aussi finalement porter cette vision, et c'est aussi finalement travailler pour le collectif, on vient de le dire au travers, justement, du mandat qui nous attend. Et à ce moment-là, justement, 3 semaines, 21 jours, une poignée d'heures, eh bien on doit juste se rappeler ce qu'on a fait, on doit juste se souvenir de ce qu'on doit faire, et puis on doit y aller la tête haute, parce qu'on n'a rien à regretter, on a fait un mandat incroyable tous ensemble, on a eu des belles victoires, et je pense qu'il faut bien se dire qu'ils pensent tous que c'est impossible. 13 organisations syndicales, un bloc syndical face à une TGP police. Je pense même qu'ils croient que c'est impossible. Et c'est là qu'on doit être au rendez-vous. C'est là qu'on doit se serrer les coudes. C'est là qu'on doit lever la tête. C'est là qu'on doit aller convaincre, jusqu'au 8 décembre, tous les collègues que vous croiserez, qu'ils n'auront qu'un choix bipolaire, binaire. Le syndicalisme de système, un bloc syndical au service des projets de l'administration, ou une TGP police, avec ses convictions, sa transparence, sa combativité. Et vous, et nous, jusqu'au 8 décembre, ensemble, jusqu'à la victoire. Merci.